Alors, en parlant de carburant, surenchérissement des prix, il y a aussi la flambée des prix de certains produits de première nécessité qui fait jaser au Maroc et qui fait beaucoup de bruit, en supposant qu'il y ait des manœuvres ou quelque chose. Et votre conseil a lui-même prévenu de certaines actions qui seraient contraires aux bonnes règles de la libre concurrence, etc. Est-ce que vous avez effectivement relevé certaines irrégularités ou vous avez communiqué et prévenu à titre juste, là encore, pédagogique? On a prévenu d'ailleurs directement une association professionnelle qui a annoncé Lancé, ouais. des révisions de prix collectifs pour dire Mmh. c'est interdit de faire ça de cette façon. Bon, il y a ce message effectivement pour dire attention, certaines choses ne sont pas permises. Vous savez, quand les prix augmentent, les gens ont toujours peur de répercuter les hausses des matières parce qu'ils ont peur de perdre leurs clients au bénéfice de leurs concurrents. Donc la tentation de s'appeler, de coordonner les augmentations peuvent exister, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des tentations. Ça ne veut Mmh. pas dire qu'elles existent. Et ce Exactement. n'est pas nous qui le disons, c'est Mmh. l'OCDE qui le dit. Donc on a rappelé juste une donnée mondiale qui dit que dans les fortes les périodes de variation de prix, à la Mmh. hausse ou à la baisse, Il y les a ces ententes, tentatives. les tentations d'entente Tentation plutôt que augmentent. tentative. Donc, ce que Mmh. nous voulons faire, nous, à travers l'avis que nous allons produire et l'étude que nous menons, c'est est-ce qu'il y a une corrélation claire, nette et précise entre les augmentations de matières premières sur les trois catégories de produits que nous avons identifiées, donc produits agricoles ou agroalimentaires, les produits énergétiques et les matériaux, enfin les minerais, les matériaux de Mmh. construction. Il y a un impact, c'est le fer, le cuivre, le verre, etc., des choses comme ça. Mmh. Donc, y a-t-il corrélation? S'il y a corrélation, nous allons le constater et le dire, c'est-à-dire les prix ont monté et il y a eu une simple répercussion. S'il y a des marges qui ont été gonflées et tout, ben on va le constater, on va le dire aussi. Si maintenant nous constatons que tout ceci s'est accompagné de pratiques interdites par la loi, ben après l'édition de l'avis, nous allons à ce moment-là ouvrir une vraie enquête. Et les enquêtes, comme vous le savez, c'est des choses qui doivent être dans un cadre très particulier pour protéger les parties. Parce que si on reproche quelque chose à quelqu'un et qu'on le sanctionne, il faut apporter les preuves. Donc nous allons, si nécessaire, je rappelle bien, pour le moment, nous n'avons aucune espèce de preuve qu'il y a eu des pratiques illicites en la matière. Donc si jamais il s'avère qu'il y avait quelque chose, ben, on ouvrira les enquêtes nécessaires. Mmh. Alors, vous venez d'effectuer une visite en Pologne où vous avez approché l'expérience polonaise où le Conseil de la concurrence englobe aussi leur ONSA locale. Est-ce qu'on se pencherait par exemple au Maroc vers cette concentration de pouvoir au sein de votre conseil, du contrôle de la qualité des produits, des prix, etc., ou l'expérience marocaine tient la route? Alors l'expérience polonaise mérite d'être regardée parce qu'effectivement le même organe contrôle la concurrence et son application, la protection du consommateur et la qualité des produits. Donc ils ont estimé nécessaire de faire tout ça dans le même espace. Il y a des organisations différentes ailleurs. Celle du Maroc mérite tout le respect, donc elle tient la route. Nous, notre approche, elle est différente. Elle consiste plus à nouer des partenariats entre les différents organes régulateurs du marché. Bon, il y a les régulateurs sectoriels, il y a les contrôleurs financiers, il y a les impôts, il y a la CNSS, il y a la douane, il y a l'ANSA, il y a la lutte contre la corruption. Enfin, il y a tout un tas d'organes qui régulent l'économie de façon générale ou qui la supervisent. Donc, moi, je crois beaucoup au principe de la coopération entre ces instances. On n'a pas besoin d'être sous le même chapeau pour travailler ensemble. Et donc, nous agissons tous finalement dans le même objectif, qui a deux piliers très importants. C'est l'efficience de l'économie et le bien-être du consommateur. Parce que même quand vous prenez la MMC, par exemple, l'autorité des marchés de capitaux, ben, eux, le premier objectif qu'ils ont, c'est la protection de l'épargnant. Épargnant, consommateur, c'est la même personne. Ouais. Voyez. Donc, il n'y a rien qui nous interdit de travailler à la main dans la main, et c'est l'objet même de la signature des conventions que nous faisons avec tous ces organes. Vous avez aussi, votre conseil a aussi un rôle prépondérant, celui consultatif.
Et dans ce cadre, le gouvernement a pris votre avis concernant, par exemple, cette question de marché public et tout ce qui se dit autour des marchés publics. Alors, dans ce cadre, qu'est-ce que vous leur avez conseillé au gouvernement? Alors, les marchés publics en tant que tels ne sont pas dans les prérogatives, et ça, on essaie de le rappeler au marché, à toutes les entreprises, que quand il y a une contestation sur un marché public, c'est plutôt la Commission nationale des marchés publics, ou les tribunaux d'ailleurs, qui sont compétents, et pas nous. Nous pouvons considérer que notre compétence est dans le cas des ententes illicites. Par exemple, 2 entreprises ou 3 ou 4 qui s'entendent au détriment de l'État pour partager les marchés, pour augmenter les prix, pour orienter. Bien, il y a énormément de choses qui se disent. Hein. Voilà. Les cahiers de charges qui se font sur mesure, etc. C'est des choses sur lesquelles il y a des tendances mondiales aujourd'hui à élaborer une sorte de doctrine. On en a parlé quand j'étais à Berlin lors de la réunion internationale des autorités de la concurrence. Et puis au Caire, il y a une réunion entre les autorités arabes du pays de la Ligue arabe, où la problématique de protéger l'argent public contre les mauvaises pratiques a été souvent évoquée. Donc là, il y a un travail probablement que le Conseil va faire la main dans la main avec les autorités. Alors, dernière question concernant cette question de subventionner encore les carburants, fixer leurs prix, etc. Il y a un fort enjeu de la concurrence là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, nous sommes pour la concurrence libre et nous protégeons une loi, enfin nous appliquons une loi qui dit que les prix doivent se faire par la loi du marché. Maintenant, on ne peut pas ne pas être conscient des problématiques de pouvoir d'achat qui peuvent se poser aux citoyens. Nous, notre logique consiste à dire, attention, quand on subventionne un produit, on induit une consommation qui n'est pas naturelle, parce que le produit, on ne le paye pas au vrai prix et on ne voit pas. Finalement, on ne subventionne pas le consommateur, on subventionne le producteur. Donc l'argent du public, il va partir plutôt chez les pays producteurs de pétrole ou de matière. Notre doctrine ici au Conseil, c'est plutôt d'aller dans le sens d'une aide directe. C'est-à-dire de dire les gens qui en ont besoin, soit par le biais d'aides directes ou par le biais de réduction d'impôts ou n'importe quel soutien qu'on peut imaginer, mais de donner du pouvoir d'achat additionnel lorsque c'est nécessaire, et de laisser les gens choisir avec les prix réels. Parce que les prix réels, pour nous, amènent un arbitrage de consommation qui peut être différent quand on fausse les prix par un jeu de subvention. Sachant que toute la littérature, et tout le monde en convient, quand on subventionne les produits, on subventionne davantage les populations les plus aisées que les populations les plus pauvres. Parce que leur mode de consommation, notamment pour l'essence, vous imaginez bien que quelqu'un qui a un gros 4x4 consomme beaucoup plus d'essence que celui qui prend une motocyclette ou qui prend même le bus. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, est-ce que c'est juste socialement? Sachant que c'est les impôts qui payent tout ça, finalement. Donc, on dit, il vaut mieux laisser la liberté des prix et plutôt soutenir le pouvoir d'achat des gens par le biais d'une assistance directe, par le biais de chèques. Même les pays développés aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils font. Si je prends le cas de la France, qui est pourtant un pays riche, il y a un chèque carburant et qui n'est pas donné à tout le monde, il est donné aux gens qui se déplacent beaucoup. Donc il y a bien une orientation précise et ne pas forcément faire la différence entre celui qui va utiliser sa voiture pour les loisirs ou celui qui l'utilise pour le travail. Donc c'est comme ça que les choses doivent être vues à notre sens. Donc évitant de revenir aux subventions des produits, mais par contre, comme il y a un problème de pouvoir d'achat, l'adresser par le biais d'une aide directe et de versement de sommes directement aux citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous.